Emmanuel Macron est un menteur. Lors d'une prise de parole, il dit aux Français qu'il supprime la redevance audiovisuelle. Mais il oublie de préciser qu'il continue de verser un chèque de 4 milliards d'euros par an aux médias du service public. 4 milliards que nous payons avec nos impôts issus dorénavant de la TVA. On veut donc nous faire travailler 2 ans de plus parce qu'il manque des milliards dans nos caisses de retraite, mais des milliards partent en fumée pour financer les copains et les coquins de l'audiovisuel public. Les coquins, ce sont ceux qui dilapident notre argent. Ils se versent des salaires énormes, engagent des projets fous comme la plateforme vidéo Salto, vouée dès sa naissance à l'échec. Un désastre, un fiasco de 170 millions d'euros de pertes nettes et aucune sanction, notamment à l'égard de la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte. Les copains, ce sont ceux qui profitent de notre argent. Comment expliquer que le service public a donné de l'argent pour plus de la moitié des productions de Bernard-Henri Lévy, des centaines de milliers d'euros déversés en pure perte pour lui, mais aussi pour les documentaires de son épouse, mais aussi pour ceux de son principal associé. Comment expliquer cet abus de copinage de la part de la firme BHL ? Le plus grand milliardaire dans les médias avec Drahi, Bouygues et les autres, c'est l'État. Et l'argent de l'État milliardaire, c'est celui des contribuables, vaches à lait, qui financent contre leur gré de la propagande 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Plus un centime pour le service public, telle doit être la mission de ceux qui veulent relever la France. Pour TVL, il s'agit, malgré les intimidations, de rétablir une information libre, authentique, exemplaire, vérifié, pluraliste, désendoctriné, TVL contre les menteurs. Pour cette action essentielle, nous n'avons pas l'argent de l'État, ni celui des oligarques ou des banques. Nous ne disposons que du soutien de nos téléspectateurs. Et nous faisons face, en ce mois de juin, à une situation très compliquée. Il y a le coût normal de la multiplication de nos programmes avec plus d'enquêtes, de créations, de nouveautés pour une télévision véritablement généraliste. Il y a le poids de l'inflation qui nous frappe tous. Et il y a aussi un vrai coup dur avec l'explosion de nos factures d'électricité. Comme vos commerces de proximité, votre télévision de proximité voit passer sa facture de 15 000 à 100 000 euros. Une facture multipliée par 6. Alors, parce qu'il faut tailler en pièces la propagande des médias du pouvoir, parce qu'il faut une alternative aux verrouillages idéologiques, ce que nous faisons depuis 10 ans. Il nous faut absolument obtenir de nouveaux moyens, financer TVL. Depuis 10 ans, TVL a fait la preuve de son utilité pour établir les vérités et confondre les menteurs. Alors, téléspectateurs et amis de TVL, bougez-vous, mobilisez-vous, financez TVL contre les menteurs. C'est la seule solution. Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Denis Louvel. Bonjour monsieur. Bonjour à vous, bonjour à tous. Denis Louvel, vous êtes consultant en prospective et stratégie économique. Vous publiez cet ouvrage au titre évocateur « Où va notre argent ? Pourquoi manquons-nous de tout malgré les prélèvements colossaux sur les entreprises et les particuliers ?» Alors, pour répondre à cette question, on va devoir expliquer un certain nombre de choses en amont. Il est d'abord nécessaire de comprendre pourquoi la croissance est utile. Certains prônent la décroissance. Qu'est-ce qui vous choque dans leur méthode ? Alors disons que la première chose qui choque dans la notion de décroissance, et je suis toujours surpris d'entendre cela, c'est qu'on a connu beaucoup de périodes de décroissance et on a vu tous les malheurs que cela avait provoqué. Et par ailleurs, on observe que dans le monde, on a eu quand même une trentaine d'années de croissance, assez forte en moyenne, quelque chose comme 3,5% du PIB total du monde. Et en fait, on a vu que les taux de personnes en grande pauvreté a diminué d'une quinzaine de pourcents et qu'on a un accès à l'enseignement supérieur d'un nombre considérable de personnes qui en étaient exclues au préalable. Alors, vous avez observé
au cours de vos études, au cours de vos observations, Denis Louvel, que plus les prélèvements obligatoires sont élevés, plus la croissance est faible. Autrement dit, plus on a d'impôts, moins on a de croissance. Effectivement. Comment vous le prouvez, ça? Alors, je l'ai prouvé de deux grandes manières. La première, c'est le cas de la France, qui est assez symptomatique, puisqu'on observe que en 50 ans, si on part de prélèvements obligatoires de l'ordre de 30% du PIB pour arriver au montant astronomique où on arrive actuellement... C'est-à-dire, aujourd'hui, on est à combien de prélèvements? On est à 45, alors, ça dépend comment on calcule, mais 45, 47. Donc, on arrive à ces montants-là, et symétriquement, la croissance a baissé. Au fur et à mesure que les prélèvements augmentaient. Donc ça m'a interpellé. Et la question, c'était, est-ce que c'est seulement la France ou pas? Donc j'ai pris 58 pays dans le monde, qui représentent 93% de l'économie mondiale, et je les ai étudiés sur une moyenne de 3 ans, pour voir quel était le rapport entre les deux phénomènes. Et j'observe que la statistique montre que, effectivement, dans tous ces pays-là, si on prend tous ces pays-là, la croissance baisse, là encore, en fonction. Plus le taux de prélèvement obligatoire augmente, plus la croissance baisse. Et avec une arrivée quelque part où on pourrait arriver à zéro si on continue d'augmenter les prélèvements obligatoires. Et on a pratiquement la machine traduit l'ensemble des points que j'obtiens par une droite avec une équation négative, donc qui montre bien qu'effectivement, plus on augmente les prélèvements, plus la croissance est faible. Donc c'est pas une vue de l'esprit, ça a été validé. À partir de quel taux de prélèvement obligatoire arrive-t-on à une croissance zéro? Alors, on peut penser que des taux de prélèvement obligatoire alentour de 60% amèneraient à une croissance zéro. Mais nous, on est déjà à zéro alors qu'on n'est même pas à 60. Alors, on n'est encore pas tout à fait à zéro. Ouais. On est à quelques pourcents. Oui, 0, alors après... Et à coût d'endettement. Oui. Et en fait, le phénomène, c'est que si on arrivait à les taux donc, que j'annonce à 60, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que chaque pays a sa propre trajectoire autour de la ligne générale, et nous, on a d'autres facteurs sans doute qui n'arrangent pas le cas, disons. Alors, dans la pratique, au début des années 90, vous avez étudié le cas de cet ancien Premier ministre canadien, Jean Chrétien. Il avait procédé, vous l'expliquez, à une réduction des dépenses publiques. Alors, quels ont été les résultats de cette politique? Et dans quelle mesure a-t-il baissé ses dépenses publiques? Alors, il l'a baissé de manière assez importante. Et en fait, on s'aperçoit que le résultat, c'est qu'il a baissé les dépenses publiques et les prélèvements correspondants, et qu'on a multiplié à peu près par 3 la croissance à la mise en place. Et il y a un autre indice qui est important, c'est qu'on s'aperçoit que quand on réduit les dépenses publiques, ça ne fait pas tellement baisser la croissance. Et ça, je l'ai observé sur tous les pays que j'ai pu étudier, le fait de diminuer les dépenses n'a pas l'effet négatif sur la croissance dont on pourrait s'attendre si on écoute la doxa en place, notamment en France. Vous dites, ça a quand même un effet négatif sur la croissance, mais elle remonte au bout d'un an. Et l'effet négatif, il faut être patient. Oui, absolument. Et l'effet négatif est très restreint. Alors, à l'inverse, nous, on nous vend des plans de relance depuis des années. C'est un petit peu la politique keynésienne. Qu'est-ce que vous pensez de cette politique des plans de relance? Est-ce qu'il y a des exemples de pays qui l'ont appliqué et où ça a marché? Alors, très clairement, la réponse est non. Le début de ma réflexion sur les politiques publiques remonte au plan de relance Chirac de 1975, qui avait quand même utilisé 2,3% du PIB de l'époque, c'est quand même assez considérable, et qui n'a pas donné les résultats escomptés. Et je me suis donné à cette époque-là, il y a quand même un certain nombre d'années, j'étais plus jeune, l'objectif de découvrir le pourquoi du fait que ce plan n'avait mal marché, en me disant, il va suffire de regarder tous les plans de relance qui ont marché et de voir quel écart il y a entre le plan de relance français et les autres. Sachant cependant que la plupart des économistes avaient dit que c'était un bon plan de relance. Or, je n'ai pas trouvé d'exemple de plan de relance qui a fonctionné.
Il y en existe un dont tout le monde dit du bien, qui s'appelle le fameux New Deal de Roosevelt. Mais si on observe de plus près le New Deal, on s'aperçoit que ça a quand même mobilisé 10% du PIB américain de l'époque, ce qui est quand même alors là, gigantesque. Qu'il y avait 10 millions de chômeurs américains à cette époque et qu'on en a très rapidement remis au travail 2 millions. Mais on observe que donc il a été lancé en 1933 et on observe qu'en 1937, 4 ans après, la courbe du chômage remontait. Alors, je pense qu'on ne peut donc pas dire, contrairement à ce que beaucoup de bien-pensants racontent, que ce plan est un exemple. Et il a dû, après l'échec, il a dû relancer la machine. Pour se faire élire à nouveau. Ouais. Oui. Alors, Jean Chrétien donc, a baissé les dépenses de l'État pour obtenir la croissance. Ça, on l'a évoqué. À l'inverse, est-ce qu'on peut obtenir de la croissance en réduisant les impôts, en réduisant les prélèvements obligatoires, comme l'avait fait dans les années 80 le président américain Reagan ? Alors, on observe que ça fonctionne également et que... alors, le cas américain est un peu particulier du fait de leur monnaie, donc ils peuvent se permettre de baisser les dépenses sans trop faire d'économies, mais on observe que, et on l'observe pas seulement dans ce cas-là, que effectivement, d'une part, en baissant le taux d'impôt, il a obtenu plus de rentrées fiscales du fait de la baisse des impôts, parce que l'économie s'est développée, et simultanément à ça, on observe que en valeur absolue, parce que moi je suis très attaché à reprendre la valeur absolue, qu'en valeur absolue, le montant d'effort fiscal fait, en fait, était relancé dans l'économie 5 fois plus. En fait, il a moins prélevé d'impôts et en fait, en valeur absolue, il a eu plus d'argent. Il a eu plus d'argent et par ailleurs, dans l'économie, les montants qui ont cessé d'être prélevés, se sont retrouvés dans l'économie multipliés par 4 ou 5. On retrouve assez systématiquement, quand ce type de politique est menée, le coefficient là de multiplication de l'effort fait. Et alors, vous avez également observé dans l'État au nord, au Canada, qu'en réduisant les prélèvements obligatoires, le gouverneur de l'Ontario, le gouverneur Harris, était passé d'une croissance de 4,5 en 1997 pour un résultat, 2 ans plus tard, de 7,5. Absolument. Et c'est la même démarche. Harris a observé ce qui se passait au niveau de l'État fédéral. Il avait vu aussi autour de lui des gens, et comme l'avantage de tous les pays qui ont redressé leurs économies récemment, c'est qu'ils ont été très pragmatiques. Ils n'ont pas cherché à attendre que quelqu'un explique comment ça se faisait. Ils ont appliqué ce qui marche ailleurs, avec des résultats effectivement imposants. Et si vous voulez, là, j'en parle plus particulièrement parce que les 5 pays que j'ai étudiés, j'y suis allé, quoi. Et l'Ontario, on voit bien dans l'Ontario, par rapport aux États voisins, que effectivement, le boom de croissance est encore là. C'est-à-dire qu'il y a encore la lancée chère à Cannes de la multiplication de l'effet de croissance. Donc effectivement, ça a servi. Alors, Denis Louvel, est-ce que vous avez pu observer l'exemple d'un pays qui a à la fois réduit les dépenses publiques tout en baissant les prélèvements obligatoires? Et c'est quoi le résultat? Alors le résultat, donc on l'a étudié, et effectivement le résultat est systématiquement une augmentation de la croissance, et j'ajoute que j'ai cherché à l'envers, je n'ai pas trouvé de contre-exemple de pays qui ait effectivement fait baisser les prélèvements et les dépenses où on n'ait pas obtenu de gain de croissance. Et j'ai eu la chance de travailler un peu avec les gens de l'IEDM, de l'Institut économique de Montréal, qui eux ont repris tous les pays de l'OCDE et ont fait, disons, trois familles de politiques. Ceux qui ont réduit à la fois les dépenses et les impôts, ceux qui ont réduit les dépenses tout en augmentant les impôts, et ceux qui ont augmenté les dépenses et les impôts. Et on s'aperçoit que ceux qui ont augmenté les dépenses et les impôts ont obtenu en moyenne 0,4% de croissance, que ceux qui ont diminué les dépenses et augmenté les impôts ont fait 0,8% de croissance.
Et ceux qui ont diminué et les dépenses et les impôts ont fait sur la même période 2,4% de croissance. C'est-à-dire que si on fait la moyenne des deux autres méthodes qui tournent autour de 0,6% de croissance, les pays qui ont diminué les dépenses et les impôts ont fait 4 fois plus de croissance que la moyenne des autres pays de l'OCDE. Alors aujourd'hui, Denis Louvel, on le sait, le taux de prélèvement obligatoire en France, c'est 45,3%. En tout cas, c'est le chiffre pour 2022. Est-ce que vous savez à quel taux faudrait-il redescendre ces prélèvements obligatoires pour commencer à retrouver de la croissance ? Oui. Alors, moi, je raisonne plus, là encore, en valeur absolue. Je pense que c'est 150 milliards de dépenses globales par rapport au prélèvement qu'il faudrait faire. Et ça fait de l'ordre de 3% de la dépense actuelle. Ce qui n'est pas gigantesque, finalement. Et on comprend que c'est le taux de prélèvement obligatoire en France qui pénalise totalement les entreprises françaises en matière de concurrence. Vous dites que l'entreprise française est 35% moins rentable que la moyenne des entreprises dans l'Union européenne. Oui, chiffre Banque mondiale. Ouais. L'impôt pèse 120 milliards d'euros par an en France contre 27 milliards en Allemagne. Sur les entreprises. Exactement. Oui. Ouais. Alors donc l'objet de la réponse à cette question « Où va notre argent ?» vous l'expliquez très bien dans votre livre. Vous expliquez que l'argent prélevé puis redistribué affecte la croissance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc pourquoi ? Voilà. Alors, si vous voulez, ça a été le fruit d'une réflexion assez longue, parce qu'une fois que j'ai mis au clair le phénomène, il fallait savoir effectivement pourquoi ça se passe comme ça. Alors, à la force d'avoir fait des essais, des réflexions, des tests, je suis parti d'un raisonnement assez simple. On observe, dans les pays démocratiques en tout cas, qui est la plupart des cas des pays de l'OCDE quand même, que les montants dépensés par l'État sont égaux aux montants prélevés. En gros, on peut dire que les montants sont égaux. Or, on observe que les résultats ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que plus on augmente les prélèvements, moins il y a de la croissance derrière. On peut dire qu'il y a... J'en suis arrivé à la conclusion qu'il y avait une différence de nature entre l'argent qu'on prélève et l'argent qu'on distribue. Distribue au sens dépense, que l'on dépense. Il faudrait mieux dire dépense. Alors, fort de ça, on voit aussi très bien que quand l'État, si on approfondit cette analyse, ça c'est le point crucial, on s'aperçoit que l'État prend dans les entreprises quelque chose qui ressemble aux bénéfices, donc prélève sur les bénéfices, donc de l'argent qui était disponible pour la croissance, il prélève chez les particuliers du reste au final à vivre, après que le salarié ait touché son salaire brut, de quoi on a déduit les charges sociales, de quoi il a déduit ses frais pour ses enfants, pour son logement, pour son véhicule, pour tout ce que vous voulez. Et dans les deux cas, alors les 5% à l'époque de l'étude, c'était... les chiffres de l'INSEE, et je pense que de ce que j'ai pu évaluer, pour les individus, c'est du même genre. Donc si on veut, on prélève sur 5% de richesse pure, prête à faire de la croissance, et on donne du chiffre d'affaires dont il va falloir que tout un mécanisme se mette en place pour arriver à refaire démarrer. Et en fait, on va diviser par 20 l'effort. Vous nous dites donc que l'administration prélève du bénéfice et qu'elle redistribue du chiffre d'affaires. J'aimerais qu'on insiste un petit peu sur ce point, que vous nous expliquiez comment vous êtes arrivé à ce résultat. Alors pour arriver à ce résultat-là, je suis déjà parti du constat que les montants étaient les mêmes. Donc si les montants sont les mêmes et qu'ils ne provoquent pas le même effet, il y a forcément une différence. Alors à partir de là, au niveau de la réflexion, ça a été assez long à maturer. Et en fait, je dois en grande partie au fait d'être aussi chef d'entreprise, le fait que progressivement, c'est devenu une évidence, à force d'analyser les chiffres, parce que bon, le salaire, oui, mais, et d'avoir travaillé un peu avec les banques sur la question du reste à vivre, qui pour eux, ce que la personne peut dépenser, c'est le 30%, mais on voit bien qu'il y a encore moins que ça de vrai
vraiment disponible pour les gens. Donc en fait, la lumière s'est faite, je dirais, dans un train d'ailleurs. La lumière s'est faite parce qu'en fait, vous travaillez dans le privé et que vous êtes confronté à la réalité, chose qui n'est pas le cas des gens qui nous dirigent. Voilà, c'est ça. Je pense que d'ailleurs, dans les gens qui nous écouteront, déjà, beaucoup de gens peuvent le comprendre, c'est chefs d'entreprise, mais chez les chefs d'entreprise à qui je l'ai expliqué, n'ont pas tardé à comprendre le phénomène. Et je suis maintenant tout à fait certain que c'est la réalité. Et on observe à chaque fois que j'ai des tas de cas qui sont venus valider, d'observations. Et on a notamment le cas de l'affaire des Gilets jaunes. Quand il y a eu les Gilets jaunes, qui se rebellaient contre une taxe sur les carburants, c'était ça la base. Après, il s'est passé plein de choses, mais disons que initialement c'était ça. Et à la fin des fins, on a baissé cette taxe. On observe que avant, on était à moitié de la croissance de la moyenne des pays de l'OCDE, et le simple fait d'avoir fait ça, on a dépassé la moyenne des croissances de l'OCDE. Ça veut bien dire que le fait de baisser ce prélèvement a donné effectivement de la force vive. Et vous dites que l'argent prélevé, en fait, ne produit rien dans les caisses de l'État. C'est de l'argent qui dort, c'est de l'argent mort. Par définition, il ne fait que transiter. Donc, effectivement, il ne produit rien. Alors, vous dites aussi qu'à chaque création d'un poste public, quel qu'il soit, dans n'importe quelle administration d'État, hospitalière ou des collectivités locales, on envoie... Pas hospitalier. Ah, pas hospitalier. Je précise, oui. Parce qu'il y a une grosse différence entre... Alors, je vais au bout. À chaque création d'un poste public, on envoie en moyenne 5 salariés du privé d'un salaire équivalent au chômage. Oui. Par le phénomène qu'on a décrit précédemment, c'est-à-dire que l'argent qui va être nécessaire de prélever pour arriver à créer cet emploi, lui va s'étioler dans l'économie, et donc on arrive, alors j'arrive au coefficient par le calcul de 5 fois, c'est-à-dire qu'il y a une perte sèche d'un cinquième, donc automatiquement l'argent qui a été dépensé là va se multiplier par 5, et c'est ça qui va nous faire envoyer au chômage les 5 salariés du privé. Vous dites aussi, Denis Louvel, que pour donc redresser l'économie d'un pays, il en faut passer par une purge drastique. C'est un petit peu le cas de la Grèce il y a quelques années, qui avait subi la cure d'austérité de la Troïka, on s'en souvient. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette purge drastique? Est-ce que la purge n'a pas tué le malade? Alors déjà, a priori, apparemment non, puisque la Grèce est toujours là. Non, je pense que la purge a été faite en n'appliquant pas ce que je préconise, c'est-à-dire que, mais je pense que les gens qui l'ont faite ne pouvaient pas faire baisser les prélèvements parce qu'il y en avait très peu. Donc on sait que c'est assez particulier, la Grèce. Oui, on sait qu'il n'y avait que 20% des Grecs qui payaient l'impôt sur le revenu. J'ai un exemple qui m'a été donné par un de nos ministres de l'économie, qu'ils ont dit aux Grecs, mais puisque vous ne pouvez pas prélever des impôts sur rien, parce qu'il n'y a pas de cadastre. Pour ça, il n'y a pas de cadastre en Grèce, alors qu'il y a très longtemps qu'il y en a un au Maroc. Et quand ils ont dit on va taxer l'électricité. Dans le mois qui a suivi, tout le monde était débranché et là, ils se branchaient. C'est-à-dire que c'est impossible de prélever. Donc, on ne peut pas diminuer quelque chose qui n'existait pas. Donc, en fait, d'une part, ils étaient arrivés dans cette situation-là extrême en faisant ce que nous faisons à l'heure actuelle, c'est-à-dire s'adosser à l'euro pour emprunter, y compris pour emprunter pour rembourser les intérêts, donc aggraver leurs dettes. Mais comme il n'y avait pas moyen de mettre grand-chose en face, on a simplement serré la vis. Alors évidemment, ça a été très douloureux au passage. Les retraités crevaient la dalle, il y a eu quand même des... C'est affreux. Ouais. Mais je dirais qu'en l'occurrence, ils s'étaient mis un peu dans la situation en question. Et donc... aidé de Goldman Sachs, qui leur a dit, mais voilà, vous pouvez maquiller vos... c'est Goldman Sachs, et donc à l'époque, Monsieur Draghi, n'est-ce pas, à qui on tresse des couronnes, qui avait aidé les Grecs à contourner, d'une part, effectivement, à établir des comptes apparemment meilleurs qu'ils n'étaient en réalité, pour un peu tromper l'Union européenne. Donc voilà, donc c'était une forme d'habileté, mais donc ceci pour dire que le cas grec
est vraiment un cas à part. D'ailleurs, j'observe que mes amis de l'IEDM ont fait toutes leurs stats en disant on exclut la Grèce, parce que c'est vraiment trop compliqué. Mais extrême comme cas, oui. la Grèce, on s'en rapproche, on se rapproche de cet alors. Alors, on a entendu beaucoup ces derniers temps notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'enorgueillir que la France a une économie, une croissance positive et non négative. On voit qu'on a quand même dû s'endetter à coups de milliards pour arriver à ce résultat, tout en ayant des entreprises qui ferment au bout de 3 mois. Bref, vous proposez un plan d'économie de 150 milliards d'euros sur les budgets de l'État, des comptes sociaux et des collectivités locales pour redresser la croissance. Comment vous vous y prenez ? Alors, il faut être très sélectif. À la limite, il serait sûrement bon de faire un audit, mais on a des chiffres quand même intéressants. C'est que la politique de la ville, c'est 70 milliards par an, où on paye des salariés à aller repeindre toutes les semaines le même couloir de l'ascenseur, parce que là, il n'y a pas les dealers et qui sont dans les autres et qu'on ne peut pas aller travailler. Je veux dire, il y a eu il y a beaucoup d'argent qui se dépense sans efficacité réelle, sans parler de ce qui est détruit au fur et à mesure que c'est refabriqué. Donc, je pense que la politique de la ville, on peut faire. Il y a 40 milliards de dépensés par an dans des structures d'État, des commissions, des choses comme ça que de plus en plus tout le monde dénonce. Et il y a un coût. Alors là, je vais peut-être me mettre en difficulté avec beaucoup de gens, mais il y a aussi 40 milliards de dépenses pour une immigration à contrôler. Donc avec tout ça, les 150 milliards, ils sont trouvés. Et alors, les 150 milliards, on les économise, d'accord, mais comment est-ce que ça peut relancer la croissance, ces économies ? Il faut, à partir du moment où on les a effectivement mis en place, parce que, comme disait M. Le Floch-Prigent hier en parlant de notre président, les paroles c'est bien, les actes c'est mieux, une fois qu'on les a remis en place, il faut effectivement alléger la charge énorme qui pèse sur les entreprises et les salariés, et tout naturellement la croissance reviendra avec plusieurs points supérieurs à l'actuel, en sachant que quand la France prélevait 30% du PIB, ou époque, alors moi c'est l'avantage du grand âge, que j'ai vécu. Nous, on avait 5% par an, ça paraissait anormal. Il y avait même un journal qui avait été créé par Jean-Louis Servan-Schreiber qui s'appelait l'Expansion. Alors l'Expansion, elle s'est un peu calmée depuis. Et en fait, c'est plausible. Pour qu'il y ait beaucoup de croissance, il faut qu'il y ait le moins possible de freins au développement, à la croissance. Et il faut simultanément qu'il y ait des besoins non satisfaits. Or, nous avons actuellement, dans ce pays, beaucoup de besoins non satisfaits. Moi, c'est pour revenir au cas des Gilets jaunes, j'étais très, très surpris de voir qu'il y a énormément de gens qui travaillent et qui ont vraiment des gens que je connaissais personnellement, que j'avais connus dans mon enfance, dans le village où j'étais, qui tout en travaillant, ont un mal de chien à joindre les deux bouts. Vous pensez que ces 150 milliards d'économies permettraient à la France de se réindustrialiser enfin ? Progressivement, forcément, mais alors après, pour qu'elle se réindustrialise, il faudra choisir où on fait baisser les prélèvements. Parce que là, la méthode, c'est de faire baisser les coûts. Donc, effectivement, il faudra... et donc, il y a effectivement... Dans cette baisse-là, de quoi prélever sur les charges de production des entreprises. Donc, la première chose pour réindustrialiser la France, c'est pas de dire il faut réindustrialiser la France, c'est de mettre les entreprises en condition de se développer. Parce que c'est bien joli d'aider les entreprises qui arrivent, mais comme disait un de mes amis, pour un chef d'entreprise, il faudrait peut-être déjà un petit peu aider celles qui sont là, quoi. Donc, en fait, et comme ça, d'une manière non sélective, non technocratique, on baisse tout simplement les impôts de production et tout naturellement, il n'y aura plus besoin, comme aujourd'hui, d'être super performant comme chef d'entreprise quand on est dans le système concurrentiel international pour pouvoir s'en sortir. Denis Louvel, Où va notre argent ? Cet ouvrage à retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté, c'est votre ouvrage. Merci Denis Louvel d'être venu. Merci à vous.